il semble bien que dans ton travail, de même qu'on dit parfois, pour le critiquer, tout est philosophable, de même, chez toi, on pourrait dire toutes les philosophies, de Platon à, disons, à nos jours, peuvent être utilisées à des fins X. Et ta particularité, disons, tu n'en exclus aucune, si j'ai bien compris. Tu n'en exclus aucune. Alors, est-ce que c'est un principe d'équivalence? Est-ce que c'est par rapport à la lettre P, par rapport à ton rapport à la philosophie? Mais c'est un mauvais mot. Philosophie, comment tu attaques ce roc? Alors, je pratique la philosophie sans exclusion. Mais ça ne veut pas dire je vais prendre n'importe quelle philosophie et la trouver équivalente. Sans exclusion, ça suppose que j'admets qu'il y a une multiplicité de droits des philosophies. Ce n'est pas habituel dans la philosophie classique. La philosophie classique forme des lignées de philosophie, des lignées de philosophie qui permettent d'ancrer ou d'implémenter la philosophie dans un certain contexte. Une philosophie ne peut pas se passer de ça. Et je fais l'hypothèse avec cette non-exclusion, si au lieu d'avoir un ou une de lignées particulières, je prenais justement quelque chose de générique qui serait une multiplicité de droits. Ça ne veut pas dire qu'elles sont équivalentes, si ce n'est peut-être au niveau transcendantal ou au niveau... mais du point de vue empirique, elles ne le seront pas. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'une philosophie isolée puisse s'appliquer au réel. Donc tu peux pas prendre une philosophie pour dire je vais faire la démocratie, je vais faire le fascisme, je vais faire, tu vois. Je vais pas donner comme on dit maintenant de l'accélérationnisme. Tu sais qu'il y a une tendance maintenant, Nick Land, etc. Non, parce que justement le rapport que tu peux avoir à l'empirique suppose des couches de concepts philosophiques, de philosophies différentes. Tu vois, tu n'appliques pas simplement un concept philosophique sur le réel. Tu vois. Donc, au fond, parler de cette équivalence, oui, à un certain niveau abstrait ou au niveau transcendantal, à un niveau d'une certaine technique philosophique, oui, mais cette technique n'est pas toute la philosophie. Dans la technique philosophique complète, il y a quelque chose de plus, il y a un travail des contraires, il y a un travail avec la multiplicité des philosophies, il y a le problème des rencontres entre les philosophies, et on sait que ces rencontres ne sont pas du tout de l'ordre de l'équivalence. Les philosophes n'en disent rien. Spinoza et Leibniz peuvent se rencontrer, ils n'en diront rien. Russell et Bergson vont manger dans le 5e arrondissement ensemble, ni l'un ni l'autre n'en dira quoi que ce soit. Et certainement se respectaient-ils. Mais il n'y a pas de langage commun. Donc ce n'est pas exactement des équivalences. Il n'y a pas de langage commun. C'est-à-dire qu'au fond, pour comprendre ça, il faut chercher des notions qui sont quasiment en dernière instance, c'est-à-dire qui soient défaites des notions avec lesquelles on les met immédiatement en contact. J'ai écrit récemment un texte sur la fidélité à la mémoire de Pierre Raymond. C'est un livre qui va paraître là très, très bientôt chez Quimet, qui a été organisé par Xavier Renoux. Et j'ai fait un texte qui s'appelle « L'obscur cogito de la fidélité ». Et j'essaye de voir sous quelles conditions on peut parler de la fidélité sans parler de promesses, sans parler tu vois. Juste, qu'est-ce que c'est que ça? Cette notion incoative. Comment est-ce qu'on peut faire? Et si tu veux, là, la non-exclusion de philosophie peut vraiment vous aider. Comme il n'y a pas une doctrine toute faite, comme il n'y a pas des... Je défais d'abord les liens entre les concepts. C'est ce que j'ai fait aussi en épistémologie. J'ai essayé de chercher quelles étaient les hypothèses générales dans les épistémologies, pour essayer de les défaire non pas pour les nier, mais pour enrichir les chemins
qui permettait à la philosophie d'avoir quelques contacts avec les sciences. Est-ce que tu peux repréciser de façon peut-être encore plus programmatique quel usage tu fais de la philosophie dans ton travail? Toujours sous la lettre P. Alors, l'usage que je fais de la philosophie, c'est de créer des espaces. Créer des espaces qui sont pour les philosophies, mais aussi pour d'autres choses. J'ai été beaucoup philosophe parmi les scientifiques. J'ai travaillé à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, à l'INSA de Lyon, à l'École des mines de Paris. J'ai été sur le terrain à l'INRA, etc. Ce sont toujours des milieux où j'étais philosophe dans un autre milieu. Et maintenant, je commence à vivre cela avec des artistes. Je suis maintenant philosophe avec des artistes. Avec Benoît Maire, qui a fait ce film, avec Alice Lucy Rekab, avec Robin McKay, avec Patricia Reed, etc., etc. Donc, au fond, c'est pas un hasard. C'est que mon travail philosophique consiste à construire des espaces où il y a une admiration pour toutes les philosophies. Moi, d'une certaine façon, moi, je pense qu'on ne peut créer que lorsqu'on a une sorte d'admiration. Je ne sais pas si toi, tu serais d'accord là-dessus, mais quand tu te mets à mépriser en disant « Foucault, c'est petit, machin, c'est... » Voilà, bien sûr, on est tous machin et truc, hein, ça va de soi. Mais quand quelque chose advient, c'est une chose extraordinaire. Et là, Benoît Maire, justement, avec qui je viens de faire un article, dit que le travail du peintre, c'est pas seulement d'avoir de la colle de lapin, d'avoir du brun spécial, du bleu, toutes sortes de pigments. C'est d'abord d'être le premier à reconnaître une peinture. La peinture vient de la reconnaissance du peintre. C'est tout à fait ça. En quel sens? Parce que si tu veux, tu peux faire n'importe quelle chose là. Est-ce de la philosophie? Est-ce de la peinture? Est-ce juste de l'amitié? Qui le décide? Qu'est-ce qui fait qu'une peinture de Mantegna est une peinture de Mantegna? Qu'est-ce qui fait qu'une philosophie de Leibniz est une philosophie de Leibniz? Là, ça se repose à chaque fois. Qui? D'une certaine façon, je ne sais pas, parce que je pense qu'il n'y a pas d'exemple de ça. Je pense que ce n'est pas par l'exemple qu'on donne. Mais, si tu veux, il y a quelque chose. Et au fond, le goût des philosophies, peut-être que Kant avait raison, peut-être qu'on peut prendre, par exemple, je dis bien par exemple, l'idée de Kant de la reconnaissance de la beauté des œuvres d'art, l'idée de son concept est important. Peut-être que notre reconnaissance des philosophies, de la beauté de ces philosophies, de leur efficace, etc., est aussi de l'ordre du sans concept. Là, ça me fait penser, tu vas le reprendre, à une phrase de Jean-Claude Milner, mais je ne sais même pas si c'est de lui, mais qu'importe, mais elle est en rapport avec ce que tu viens de dire. Le meilleur livre, c'est celui qui n'est pas encore écrit. La meilleure peinture, c'est celle qui n'est pas encore peinte. Mais là, tu nous donnes du Hegel. Alors, est-ce que ça veut dire... Alors, vas-y. Tu nous donnes du Hegel, il n'y a pas besoin. Non, il n'y a pas besoin. Il y a besoin juste de cet acte. Reprends la formule. Oui, alors, reprendre la formule. Le meilleur livre serait celui qui n'est pas encore écrit, celui qu'on désire toujours écrire. On voit qu'on prend de l'âge, on ne l'a pas encore écrit, on l'a dans la tête, évidemment, il ne sort jamais. Bien sûr qu'il y a des livres qui sortent, mais ce n'est jamais le livre idéal. C'est peut-être une aide pour écrire, c'est possible. Mais ce que je proposais, c'était juste l'inverse. Réexplique alors. L'inverse. Le peintre, c'est celui qui dit, au moment où il fait sa peinture, ceci est de la peinture. C'est le premier qui dit ça. Pour la philosophie, est-ce qu'il y a quelque chose d'équivalent? C'est pas simple, parce que la reconnaissance entre philosophes ne se fait pas comme dans la peinture. L'histoire de la philosophie permet la reconnaissance des philosophies. Mais toi, qui as beaucoup travaillé à sentir
les atmosphères philosophiques et littéraires, tu sais très bien que cette reconnaissance, elle ne se fait pas comme ça, parce que chacun, ayant sa philosophie, ne voit pas l'autre. C'est très, très difficile. Et est-ce que tu dirais que ton travail aide justement à ce qu'on puisse... D'une certaine façon. Si tu veux, ce que je fais, c'est que je sous-détermine la philosophie par la multiplicité des philosophies. Je ne la surdétermine pas, je la sous-détermine. C'est-à-dire que chaque philosophie a son importance et mais ça permet d'ajuster ces logiques de non-exclusion, ces logiques de combinaison conceptuelle, cette idée que l'empirique, on ne le voit qu'à travers des superpositions de concepts philosophiques d'origine différente, aussi hétérogènes, tu vois, ça fait partie de mon geste. Toujours au sein de la lettre P, il y a forcément un lien entre ce principe de non-exclusion et ta manière d'aborder l'interdisciplinarité. Oui, bien sûr. Simplement, l'interdisciplinarité est une sorte d'intermédiaire. Ce n'est pas le fond des choses. D'abord, l'interdisciplinarité, c'est une pratique. C'est une pratique qui rend compte de mots d'ordre. Vous devez travailler en interdisciplinarité. Maintenant, aucune discipline, etc., etc. Alors, effectivement, j'ai travaillé sur l'interdisciplinarité, en particulier sur le terrain à l'INRA, et nous avons achevé un livre, Muriel Mombrini et moi, sur cette question-là, mais nous avons traduit justement l'interdiscipline dans le générique. Et dans le but suivant. Pourquoi passer de l'interdiscipline au générique? C'est que la grande difficulté en épistémologie, vraiment la grande, c'est que pratiquement toutes les épistémologies portent sur le passé. Parfois le passé proche. Ah, il y a 10 ans, on a fait ça sur la simulation, etc. Mais si tu veux, tout le langage qu'on a en épistémologie, c'est une épistémologie pour mettre en avant les choses passées, et tu n'as pas d'épistémologie pour essayer de saisir ce qui est en train de se passer, voir ce qui va se passer. Et l'épistémologie générique, que nous formons ensemble, Muriel Mombrini et moi, a pour sous-titre « Manuel pour les sciences futures ». C'est-à-dire que nous nions pas l'épistémologie classique, mais nous la transformons de telle sorte qu'elle soit apte à être sur le terrain pour essayer de voir ce qui se passe, autrement que sociologiquement, mais vraiment scientifiquement, épistémologiquement. Alors, pour essayer de recadrer par rapport à la lettre P, en quoi la philosophie te sert pour bâtir cette épistémologie générique? Parce que... Reprendre. Oui. Alors, la philosophie me sert à construire cette épistémologie générique parce que je me suis aperçu, justement avec la question de la non-exclusion, que le rapport d'une philosophie à l'autre n'était jamais simple. Si tu veux passer de Descartes à Leibniz ou de Leibniz à Descartes, tu passes évidemment par des moyens mathématiques, par des problèmes de notation, par des problèmes de mécanique, par des problèmes d'horloge, par des problèmes de droit, par des problèmes, etc., qui tous sont très importants. Donc, si tu veux, j'ai très très vite fait l'hypothèse, et ça a organisé un peu tout mon travail, sur Poincaré aussi, sur Russell aussi, hein, je suis une éditrice de Russell, sur cette idée que les relations qu'on peut faire d'une philosophie à l'autre se font au travers de leur rapport à chacune aux scientifiques. Tu vois? Maintenant, je fais aussi un peu comme ça vis-à-vis de l'art. Mais c'était vraiment de l'ordre de... Et je me demandais même comment une philosophie peut rendre interne des résultats, donc philosophiques, des résultats qui venaient des sciences. Hein? C'est pour cela que j'ai fait intervenir, à un moment donné de ce que j'ai fait, la notion de rhétorique, l'idée de rhétorique. D'ailleurs, qui revient à l'école des mines
on parle beaucoup de la rhétorique de Balthazar Gracian. Hein, parce que la rhétorique de Balthazar Gracian a ce site particulier par rapport à celle de Fontanier, de Dumarsais, etc., de pouvoir qualifier les concepts. Et donc, c'est plus intéressant pour une école d'ingénierie d'être capable de déterminer un concept, ce que Gracian appelle agudeza, c'est-à-dire juste la pointe. Hein. Il y a une zone normale, puis des zones comme ça. Alors, justement, deux philosophes créateurs, ils se rencontrent. Ben, le mot de Derrida au Collège international de philosophie présentant la ruelle et qui dit « Que dit la ruelle que je n'ai déjà dit ?» C'est pas une impolitesse, c'est une façon de se situer comme philosophe. Pas comme non-philosophe, c'est sûr. Le non-philosophe est aussi une façon de lutter là contre. C'est assez important, je pense. Et sous-déterminer les philosophies par la multiplicité des philosophies permet justement de libérer un peu ça. Je ne peux pas tout connaître. Toi, tu as lu Patočka, moi, je n'ai pas lu. Mais je ne veux pas dire du mal de Patočka, du fait que je ne l'ai pas lu. Mais, comment dire, il y a une attitude d'ouverture qui sait que je sais qu'il y a des philosophes. Je ne vais pas fermer cela. Il y a une sorte de générique de multiplicité des philosophies qui est aussi une sorte d'accueil. Une sorte d'accueil, dans la non-exclusion. Donc mon travail en philosophie, c'est effectivement de créer des espaces. Et alors, justement, dans ce rapport aux sciences, hein, deux philosophies peuvent se rencontrer si elles passent par autre chose. Derrida avec la linguistique ou l'anthropologie, etc., etc. Si elle passe par autre chose, Kant, la mécanique, Platon, la politique, la ruelle, la quantique, etc., etc. On peut décomposer la philosophie chaque fois en voyant ce point qui pourrait devenir un point d'extériorité qui met en évidence la philosophie. Et mettre en rapport les philosophies par, justement, le fait qu'elles ont malgré tout un point d'extériorité. Juste un point, cette sous-détermination, elle empêche en quelque sorte l'équivalence entre être et penser, et elle empêche presque le fait de dire « Tiens, je suis spinoziste, tiens, je suis nietzschéen, tiens, je fais... » Il n'y a pas de... Alors, ça ne veut pas dire que les philosophies sont des boîtes à outils pour toi. Non, ce n'est pas ça l'idée, mais cette sous-détermination, est-ce qu'elle empêche le fait qu'il y a des philosophies ou une philosophie qui va un peu plus augmenter ton travail de pensée ou pas? Oh, sûrement. C'est tout à fait possible, bien entendu. Bien entendu. Ça n'empêche pas le travail et l'apport. Je pense que la philosophie continue toujours. Et ces philosophies pourront m'être très, très, très utiles et très amies. Hein, Mais j'y ajoute cette posture-là. Pourquoi? Parce que, au fond, j'ai très vite eu conscience que quand j'écrivais en philosophie, il y a d'autres gens qui écrivent en philosophie avec des hypothèses différentes, des hypothèses parfois contraires, des hypothèses, etc. Et je me suis dit, comment prendre au sérieux cela dans l'écriture philosophique elle-même? Plutôt que de me faire mon petit truc, je me dis, au fond, comment est-ce que je peux prendre au sérieux ce problème? Voilà, c'est au fond ça. Donc c'est toujours un engagement philosophique. Plutôt que de l'histoire de la philosophie. L'histoire de la philosophie, j'en ai fait. J'ai donc édité la plus grosse correspondance scientifique et politique de Russell. Ah, la plus grosse. Elle est en français, d'ailleurs. Russell savait très bien le français. Mais c'est 700 pages quand même. Hein.
Tu vois, c'est pas une petite chose. Pour ça, il m'a fallu lire Cantor, Dedekind, enfin, Veblen, lire les scientifiques du temps, il m'a fallu lire les philosophes du temps, il m'a fallu, etc. Donc j'ai fait un travail d'historienne et d'éditrice. Mais, au fond, ça, ce sont des gammes, d'une certaine façon, qui permettent d'assurer une façon de pouvoir m'engager avec quelque sécurité. Tu vois, c'est dans les concepts philosophiques.